Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est donc le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce lundi 18 octobre. Les risques de blocage du pays par manque de carburant, malgré les assurances officielles, la pénurie gagne les stations. Les préfets des Ardennes et de la Marne demandent ainsi aux automobilistes de limiter leurs déplacements. Autre volet de la radicalisation sociale, la violence aux portes des lycées sous l'effet des casseurs, scène de guérilla urbaine dans plusieurs villes de France, notamment à Nanterre, Nantes et à Lyon. Pendant ce temps-là, les débats se poursuivent au Sénat sur la réforme des retraites, mais le vote solennel n'interviendra pas avant jeudi au mieux, alors que la gauche met en garde contre une accélération forcée du calendrier. Nicolas Sarkozy, lui, répète à Deauville il y a quelques instants que la France mettra en œuvre cette réforme essentielle. Et puis notez dans ce journal, nous recevrons Dominique Leclerc, le rapporteur du texte en débat actuellement, le sénateur socialiste de Paris, David Assouline, et puis le responsable de la CFDT Transport, Patrice Huard. À la veille d'une nouvelle journée d'action, le conflit sur les retraites monte d'un cran. Les routiers sont entrés en action, bloquant à leur tour des dépôts de carburant, alors que les raffineries sont toutes paralysées. Le point sur la situation ce soir, Aurélien Romano. Opération escargot, blocage, action coup de poing, les routiers savent faire. Ils viennent aujourd'hui rappeler que la réforme des retraites ne se fera pas sans eux. Blocage en région parisienne ce matin, opération péage gratuit dans le Nord. Ces actions se multiplient à l'heure où les Français ressentent fortement les signes de pénurie de carburant, contrairement aux propos rassurants du gouvernement. Donc les formes d'action, c'est blocage de raffinerie, blocage de ronds-points, d'autoroutes, opération escargot, zone industrielle. Ça, c'est là-dessus que nous avons ciblé donc, nos actions. Des actions qui s'ajoutent à une situation critique. 11 des 12 raffineries françaises sont à l'arrêt. Des dizaines de dépôts de carburant sont bloqués par des grévistes ou des routiers. Résultat, des centaines de stations-service sont à sec, 1500 précisément selon l'Union des importateurs indépendants pétroliers. Une pénurie qui a contraint cet après-midi les préfets des Ardennes et de la Marne à demander aux automobilistes de limiter leurs déplacements. Les pompes encore en service sont prises d'assaut. Les automobilistes sont prêts à patienter dans de longues files d'attente quand ils trouvent enfin la pompe réapprovisionnée. J'en suis à la 8e station là. 8e station. Certaines stations ont la chance d'être livrées en carburant, comme celle-ci à la Porte de Saint-Cloud à Paris. Mais la situation générale est loin de s'améliorer à la veille de la journée de mobilisation nationale. Voilà pour la situation donc sur le front des carburants. Le blocage des lycées, lui, a repris avec des incidents de plus en plus nombreux, dégradations, affrontements, violences. Le préfet des Hauts-de-Seine évoque ainsi des scènes de guérilla urbaine provoquées par 250 casseurs. Donc aujourd'hui à Nanterre, la situation a dégénéré également à Nantes, à Évry ou Lille. À Lyon, plusieurs voitures ont été brûlées, d'autres endommagées sur le parcours d'une centaine de lycéens. Une réunion de l'intersyndicale des syndicats salariés, mais aussi des syndicats lycéens et étudiants, a été organisée ce soir au siège de la CGT. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir Michel. Alors que la réforme est en passe d'être adoptée au Sénat, la rue qui se radicalise peut-elle revendiquer le dernier mot? On le sait, les syndicats réformistes jugent qu'une page va être tournée cette semaine avec le vote du Sénat. Oui, bien sûr, c'est effectivement une étape dont les syndicats n'ignorent pas la portée décisive. Alors, ce n'est pas franchement surprenant, la CGC, qui est le syndicat le moins hostile à la réforme, annonce qu'elle se retirera du mouvement après ce vote. Mais elle ne pèse pas grand-chose. L'UNSA, les autonomes qui ont des bastions, par exemple à la RATP, ne va pas jusqu'à là, mais reconnaît malgré tout la légitimité du vote parlementaire. Et il faut dire que ce débat sur l'importance du vote au Parlement traverse aussi la CGT et la CFDT. Mais en réalité, donc qui sont les fers de lance du mouvement, en réalité, il y a derrière ça une question plus cruciale pour la CGT et la CFDT, qui est surtout de savoir comment garder la main sur un mouvement de plus en plus large, qui devient un vrai mouvement social et plus seulement un mouvement syndical, et où on voit la montée en puissance des bases plus radicales et aussi de l'extrême gauche. Le NPA, par exemple, était très présent dans les cortèges lors de la dernière manifestation. Donc, CGT et CFDT cherchent à coup sûr une porte de sortie maintenant pour ne pas être débordés, mais la contestation a atteint un tel niveau que le vote de la loi ne suffit
suffit pas à lui seul aujourd'hui pour la leur offrir, cette porte de sortie, parce que ce serait vécu par le terrain comme un véritable échec dont ces syndicats finiraient par payer le prix. Donc il va falloir, malgré tout, on a entendu la fermeté de Nicolas Sarkozy ce soir, qu'il y ait un mot, un geste, quelque chose, pour qu'il y ait à nouveau un point de dialogue possible entre les syndicats qui ont fait tout un travail pour, et on le voit avec la CGT, s'afficher comme plus réformistes, vous l'avez dit, et le gouvernement, de façon à offrir aux uns et aux autres une porte de sortie qui permette que personne ne perde la face après ces nouvelles manifestations de demain. Merci Emmanuel. Notez que les débats au Sénat ont été suspendus cet après-midi pour permettre à la conférence des présidents de clarifier le calendrier. La gauche redoute une accélération des choses alors qu'il reste quelques 400 amendements à examiner. Thomas Raguet. Alors que la mobilisation en France se radicalise, la gauche sénatoriale craignait aujourd'hui un passage en force de la majorité sur ordre de l'Élysée pour boucler le texte au plus vite. Nous mettons en garde à la fois le gouvernement et la majorité contre toute procédure qui aurait pour volonté de brusquer les choses et de clore le débat de manière à ce qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Réunie un peu plus tard dans la journée, la conférence des présidents fixait le calendrier de la semaine. Pas de vote bloqué. L'apaisement semblait être le mot d'ordre à droite. On travaille, on débat, on va jusqu'au fond, on a déjà 90 heures, on peut encore... Non, je pense que d'ici la fin de la semaine, c'était prévu mercredi, plutôt jeudi. Non, ça va, ça se passe bien. Mais une pointe d'agacement tout de même devant la longueur des débats et les nombreuses prises de parole de l'opposition. Ils ont acté qu'on ne pourrait pas terminer mercredi. Donc ils nous demandent de parler moins. Voilà, donc nous ne parlerons pas, enfin nous avons des choses à dire que ne dit pas le gouvernement sur cette réforme des retraites, mais nous continuerons de le dire. Et la conférence des présidents a même prévu l'hypothèse d'un prolongement des débats tout le week-end prochain, signe que la majorité sénatoriale ne compte pour l'instant pas bousculer les débats. Cette réforme est essentielle et la France la mettra en œuvre, a répété il y a quelques instants Nicolas Sarkozy, présent aujourd'hui à Deauville. Martine Aubry et Ségolène Royal défileront ensemble, elles, demain, dans la manifestation parisienne. Cécile Duflot critique l'attitude inflexible du gouvernement. On écoute la secrétaire nationale des Verts. La mobilisation, elle est là, elle est très forte, elle est très diversifiée et tout le monde commence à en avoir ras-le-bol. Ras-le-bol d'être face à un espèce de mur prétentieux et se dit qu'ils vont être bien obligés d'entendre. Et je pense que c'est dangereux que le gouvernement s'obstine dans cette attitude qui est vraiment une attitude méprisante. Cécile Duflot avec Julie Trassard. Cécile Duflot qui a par ailleurs donné les résultats du vote massif des militants, donnant naissance au nouveau mouvement Europe Écologie Les Verts, une approbation à 90%. Le maire UMP du Havre, Antoine Ruffnac, décide à 71 ans de quitter ses fonctions. Il souhaite que son adjoint, Édouard Philippe, prenne sa succession. Et puis Deauville, donc, je vous en disais un mot, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et Dmitri Medvedev sont dans la station balnéaire pour un sommet visant à favoriser la coopération entre l'Europe et la Russie. La suite du 19h avec donc, bien sûr, le débat et la radicalisation autour des retraites. Nos invités, Dominique Leclerc, sénateur UMP d'Indre-et-Loiret, rapporteur du projet de loi sur les retraites. Bonsoir. Face à vous, celui que vous voyez beaucoup, que vous côtoyez, que vous affrontez souvent dans l'hémicycle, David Assouline, sénateur socialiste de Paris. Et Patrice Huard est également avec nous de la CFDT Transport. Bonsoir, monsieur Huard. Je vous pose tout de suite la première question. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à radicaliser votre action ? C'est simple, je crois qu'il semblerait que le gouvernement ne nous ait pas entendus. On engage une réforme importante, que tout le monde pense nécessaire, et on oublie de discuter avec les organisations syndicales. C'est quand même un peu fort. Est-ce que vous assumez les conséquences d'un blocage des dépôts de carburant jusqu'à la pénurie? Totalement. Jusqu'à la pénurie. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a vraiment pas été entendus. Les signes forts ont été donnés depuis le mois de juin, et vraiment on a affaire à des gens qui sont un peu autistes. C'est un peu gênant. Vous avez entendu François Fillon hier soir dire « Je ne laisserai pas étouffer l'approvisionnement en carburant ». On n'en est pas là. On n'est pas en train d'étouffer complètement la France. Il ne faut pas non plus exagérer. Bon, mais vous assumez le risque de pénurie, vous l'avez dit. Oui. Dominique Leclerc, votre réaction à ce discours syndical J'entends dire que le gouvernement ne veut pas négocier plusieurs choses. La discussion sur les retraites dure depuis un certain temps. Il existe des instances où les uns et les autres se retrouvent, et notamment les partenaires sociaux. Bon, à partir de ça,
le gouvernement a proposé des mesures qu'on peut qualifier d'urgence. Et dans ces mesures, il y en a qui sont incontournables. Alors, à un moment où les uns disent 60-62 ans, c'est la base de la réforme, et que les autres arrivent en face en disant on ne bougera pas de 60 ans, il est très difficile d'avoir une négociation. Et c'est pour ça qu'il a été dit qu'il y a eu des consultations, elles durent depuis un certain temps. Là, vous avez un responsable de la CFDT Transport en face de vous. Vous lui dites que le temps n'est plus ni même aux consultations et encore moins à la négociation. Oui, monsieur dit qu'aujourd'hui on ne peut rien discuter. Moi je dis que devant l'urgence, la mesure la plus adéquate qu'on retrouve chez nos voisins et qui est en termes d'intérêt essentiel, cette mesure d'âge 62 ans, j'y reviens, n'était pas a priori, ne faisait pas partie de la discussion. Par contre, on le sait, il y avait beaucoup, je crois, de possibilités autour de cette mesure d'âge, possibilités pour améliorer le texte. Et là, je crois qu'il y a un malentendu. Alors, David Assouline, la radicalisation s'accompagne de violence, on le voit en marge des manifestations lycéennes. Est-ce que vous reconnaissez le danger ce soir? Depuis la semaine dernière, on voit bien que la fermeture de Nicolas Sarkozy et du gouvernement, cette fin de non-recevoir, malgré des démonstrations syndicales pacifiques, massives, démocratiques, manifestations de rue, droit de grève qui existent dans notre Constitution. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de violence, l'intervention des casseurs, notamment aux portes des lycées. Ce que je vous dis, c'est que malgré tout cela, malgré le fait qu'encore ce matin, on nous dit dans Le Parisien, 7 Français sur 10, malgré toutes les explications du gouvernement, campagne de communication, le débat a eu lieu, ils ont pu s'expliquer, beaucoup plus que nous d'ailleurs, sur toutes les ondes. Cette fin d'en recevoir est une vraie provocation du gouvernement. On a rarement vu un gouvernement rester si fermé, y compris en 2003. Il y a eu des discussions, il y a eu même... Et c'est cela aussi, c'est l'accumulation. À l'époque, il y a un syndicat qui avait accepté en contrepartie une augmentation de cotisation, de durée de cotisation, en contrepartie de la pénibilité. Aujourd'hui, s'additionne à cette durée de cotisation allongée le report de l'âge légal à 62 ans, et sur la pénibilité, on nous parle maintenant d'invalidité et plus de contrat social qui détermine les conditions de la pénibilité. Sur les mouvements de rue, depuis un certain nombre d'années, on assiste à des manifestations qui souvent prennent des caractères intolérables. Bon, qu'aujourd'hui les deux se mélangent, malheureusement, c'est la réalité. Mais moi, je reste à dire que, à un moment donné, des centrales syndicales avaient des propositions, j'allais dire, à la marge. Ces propositions étaient partiellement prises et je crois qu'effectivement le pouvoir ne peut guère aller plus loin. Mais il reste que cette réforme, on le dit, c'est pour sauver un système. Ce système, il est malade du fait de la crise encore plus, et donc moi je dis on fait face à notre responsabilité aussi vis-à-vis des générations à venir. Alors maintenant que les jeunes soient massivement dans la rue, peut-être, et ça, on peut dans la culture actuelle, la perception de l'angoisse de la retraite, on peut le retrouver chez un grand nombre de jeunes. Mais aussi, il y a un malaise lié à la crise. Les jeunes, il ne faut pas le nier. Que faut-il faire aujourd'hui? David Assouline, le Parti socialiste demande à ce que le texte soit suspendu. Les syndicats veulent reprendre les négociations. La CFDT qui est pour une réforme. Tout à fait, tout à fait. Nous ne sommes pas contre la réforme, mais pas n'importe quelle réforme, mais pas celle-là en tous les cas. Je rappelle que quand même on nous parle d'urgence à réformer. J'ai souvenir que le président de la République, en 2006, disait ne pas vouloir toucher à cette réforme. Et aujourd'hui, on nous dit, au nom de la crise... Dominique Leclerc a dit que la crise a précipité les choses. Et on dit que Raymond Soumy estimerait qu'en raison de la crise économique et financière, les échéances ont été avancées de 20 ans. Je ne sais pas si vous confirmez, Dominique Leclerc. Ça sous-entend qu'on fait payer aux salariés les effets de la crise. Alors quand même, c'est un peu fort de café. En quoi les salariés sont-ils responsables de cette crise? En quoi? Mais le débat n'est pas là. Mais quand même, le débat est qu'il y a un malaise. Il y a une le malaise, c'est pas nous quand même, le malaise. Social. Le malaise, c'est vous. On le dire un mot parce que je pense qu'il y a presque il y a quelque chose à voir dans la déclaration de Nicolas Sarkozy de tout à l'heure. Il déclare... Il parle d'une réforme essentielle. Pour la France l'appliquera ou la France la mettra en œuvre. Oui.
le choix des mots. Voilà un président, alors qu'il y a eu 5 manifestations, qu'il y a un mouvement profond, qui ne prend pas la parole pour parler aux Français, mais qui dit à qui? Aux agences de notation, au marché financier, la France le mettra en œuvre. En réalité, c'est l'objectif de cette réforme. La précipitation, c'est qu'à un moment donné, on ne regarde pas la France telle qu'elle est, on ne veut pas discuter avec les syndicats parce qu'on est sous le couperet, sous la mainmise, sous le diktat des marchés financiers, de leurs agences de notation. Et ça explique pourquoi. Une chose simple que disent les syndicats et que nous disons, bien entendu, il faut réformer. Oui, il faut trouver 45 milliards d'ici 2025. Mais pourquoi vous n'allez pas chercher du côté des revenus du capital une contribution, et pourquoi c'est 90% encore sur les salariés qui ne y sont pour rien dans cette crise et qui la subissent déjà dans toute leur vie quotidienne. Sur le fond de l'obligation de réforme, je participe à certaines instances. Là, je peux vous dire que tout le monde est d'accord, et même sur certains... Non, mais sur la préconisation des mesures. Qu'il y ait un petit problème de forme et qu'il y en ait des conséquences aujourd'hui, il faut sûrement s'interroger de ce côté. Maintenant, le financement... Attendez, on aborde toujours le financement de la réforme. Demain, il va falloir, au-delà des pensions et retraites, parler de la dépendance, parler de la maladie des personnes âgées. Et là encore, on aura besoin de trouver et de mobiliser. Et je ne parle pas de la dette du pays. On aura besoin de mobiliser de l'argent. Mais le système de retraite, c'est un système contributif basé sur des... que vous voulez changer au nom de la crise. Il y a 2 facteurs importants qui pèsent sur les retraites. C'est le papy-boom et la crise. Ce sont 2 facteurs ponctuels. Neutralisons-les, finançons-les par un autre système. Mais lequel? Demain, et après-demain, vous financerez comment la dépendance, comment la maladie? Dans quelques semaines, on va se retrouver vous l'avez financé comment? Vous l'avez financé. Vous l'avez financé avec quels moyens? Vous tombez dans tous les clichés. Les clichés. Vous l'avez financé la crise financière. Si je peux me permettre, le problème, c'est une question de choix. À partir du moment où vous avez écarté le choix d'aller chercher du côté des revenus du capital et notamment les salaires différés, notamment les stock options, les bonus, etc., qui devraient participer de cette cotisation sociale. À partir du moment où vous avez écarté ça, vous ne pouvez avoir que sur le... Et je veux dire, attendez, je veux vous dire par rapport aux recommandations du corps et les débats qu'il y avait. Effectivement, un certain nombre d'organismes ont dit qu'on pouvait jouer sur la durée de cotisation, ce que certaines nations ont fait. On pouvait jouer sur le relèvement de l'âge légal et sur d'autres mécanismes. Absolument. Vous avez cumulé, parce que l'allongement, il a eu lieu. 41 à 1 nuitée et demie, vous l'avez mis en place. Et vous avez ajouté... Plus loin, hein. Et vous pas du tout. Et vous avez... Pas du tout. Et vous avez... Nous disons que dans les années qui vont venir, à partir de 2020... Repousser, rallonger la durée de cotisation. Mais d'une évidence, il y aura un allongement pour une année gagnée d'espérance de vie, 6 mois de cotisation de plus. Mais ça, c'est énorme. Patrice Huard, j'aimerais savoir ce que vous en pensez de la proposition socialiste. L'allongement de la durée de cotisation, tel que vous l'entendez. Est-ce que cette réforme vous ferait autant peur que celle qui est en passe d'être votée? Oui, non. Patrice Huard, sur la proposition socialiste. L'allongement de cotisation, peut-être qu'on sera obligé d'y passer, mais en tous les cas, peut-être. Mais en tout état, en tout état de cause quand même, il y a quand même pour certains corps de métier la pénibilité à retenir et on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Je suis dans un secteur qui est le transport routier. Est-ce que vous voyez sincèrement les gens qui vont livrer dans les villes, les conducteurs livreurs, c'est mon métier. Est-ce que vous les voyez à 65 ans courir comme des lapins derrière leur camion? 65 ans, vous le savez très bien. Ceux qui n'ont pas des carrières complètes, je suis désolé. Et même, est-ce que vous les voyez à 60 ans, à 62 ans? Franchement. Vous avez déjà monté dans un camion? Vous avez déjà sauté comme un lapin dans un camion? Bon, allez-y, même je dis pas que vous n'avez pas travaillé. Ces gens qui causent et qui ne travaillent pas. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que ce sont des métiers pénibles. Prenez les manutentionnaires, les gens qui travaillent de nuit. Attendez, monsieur. Non, mais faites attention au texte de loi. C'est la première fois qu'on prend en compte 2 choses. Depuis 2003, les longues carrières. Avant, on en parlait, mais personne n'a voulu le faire. Et le dispositif est amélioré. Non, vous reculez sur le dispositif. Mais si, puisque
que non, maintenant, non. ils ne sont pas concernés par l'allongement, je connais un peu. Et la deuxième chose, monsieur, c'est qu'un droit social nouveau est créé, la pénibilité. On vient d'en parler, il y a un conseil social qui va l'évaluer. Comment il nous reste... Permettez-moi, peut-être que votre génération ne profitera pas, et la mienne. Et allez, il nous reste 2 minutes. La question, c'est comment on en sort? Comment on sort de cette situation de blocage? Comment on en sort là? Alors, on parle beaucoup au Sénat sur le fond. Et on va continuer, et à un rythme normal, j'espère. Mais là, maintenant, il est irresponsable, vu y compris la tournure que prennent un certain nombre. Il est absolument irresponsable de ne pas faire une ouverture. Qu'on s'invite le dimanche soir à 20h, le Premier ministre, pour dire rien d'autre que je continue comme avant, je n'ai rien à dire à ceux qui ont manifesté la veille. C'est Dominique Leclerc qui peut vous répondre. Est-ce qu'il Vraiment, peut ça devient encore, irresponsable de la part du pouvoir. Peut-il y avoir encore une ouverture, selon vos informations? Dominique Leclerc, les informations à ce sujet-là, je n'en ai pas. Au-delà des 60-62 ans, qui est, je le répète, un socle, je pense qu'il y a toujours la possibilité. Mais elles seront, si je vous écoute, et c'est vrai, jamais suffisantes. Mais d'un autre côté, écoutez bien, on a réfléchi, puisqu'on a publié un rapport co-signé par la majorité, et l'opposition de la Commission proposait 63 ans et 43 ans. Alors, dernière question. Patrice Huard, je vous la pose. Le Sénat devrait voter peut-être jeudi ou vendredi, on ne sait pas, le vote solennel. Vous avez des dates, vous êtes trompé. Oui, c'est vrai, mais parce qu'on s'adapte au calendrier qui est annoncé officiellement. À l'après, non, personnellement, la conférence des présidents. On n'a pas de date. Hein. Patrice il y a un Huard. débat, il y a des hauts débats, il y a des moments où on arrive à s'entendre. Patrice Huard, le texte va être voté. Attendez, écoutez ma question. Le texte va être voté au Sénat. Est-ce qu'ensuite, il y aura une page nouvelle va s'ouvrir? Est-ce que vous allez finalement accepter le vote du Parlement? Aujourd'hui, on a appelé à des manifestations. Demain, on appelle à des grèves. On souhaite que le Sénat ne vote pas cette loi. Et on souhaite que le Sénat prenne le temps. Vous avez des partenaires sociaux qui existent. Prenez le temps de discuter avec eux. Je suis désolé, que ce soit la CGT, la CFDT, les grandes organisations syndicales, elles sont toutes d'accord. Vous n'avez jamais accepté. Question du nouvelobs.com, notre partenaire, écoutez bien. Craignez-vous la radicalisation du mouvement social? On regarde les réponses. Sur le nouvelobs.com, vous répondez oui à 57% et non à 40%. Débat à suivre et on continue de le suivre de très près. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce journal. Dernière page du 19h. Les Français fument de plus en plus. L'échec des campagnes de prévention. Rien n'y fait, donc le nombre de fumeurs progresse dans notre pays. Constat désolant dressé par Julie Trassard. Le paquet coûtera près de 6 € le mois prochain et on ne peut plus fumer ailleurs qu'en terrasse. Mais ça ne suffit pas à décourager les accros. Au contraire, plus d'un Français sur 4 fume régulièrement et ce chiffre est en augmentation. Il a pris 2 points en 5 ans. Pour la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, cette hausse s'explique en partie par une plus forte consommation chez les femmes et en partie par la crise. Pratiquement 50% des chômeurs sont fumeurs et à l'évidence, la crise, l'augmentation du chômage a eu un effet sur l'augmentation de la consommation du tabac. Pour inverser la tendance, une action pourrait être menée par Pôle emploi auprès des chômeurs et le forfait annuel pour aider les femmes enceintes à arrêter de fumer pourrait passer de 50 à 150 €. Au mois d'avril prochain, des images chocs feront également leur apparition sur les paquets de cigarettes pour lutter contre le tabagisme qui est responsable en France de 60 000 morts chaque année. Bonsoir, professeur Gérard Dubois. Bonsoir. Vous présidez l'Alliance contre le tabac des fumeurs plus nombreux qu'il y a 5 ans, donc c'est désespérant. C'est désespérant par absence d'une politique efficace. Une double erreur déjà faite 2 fois et qu'on va répéter une 3e fois. L'erreur est humaine, la répéter c'est diabolique. Là j'ai plus de mots. En effet, une augmentation de 6% c'est insuffisant. Et donc l'industrie du tabac pour la 3e fois va obtenir du gouvernement une augmentation insuffisante pour être dissuasive. Mais pire, la 2e erreur, c'est qu'il faudrait faire une augmentation des taxes. À ma connaissance, l'assurance maladie est exsangue, on cherche de l'argent partout, on diminue les remboursements.
il faut savoir qu'une bonne partie des taxes sur le tabac va à l'assurance maladie. Oui. Et bien là, plutôt que d'augmenter les taxes, on augmente les prix industriels et donc ce sont les profits des cigarettiers qui vont augmenter. Le prix ne fait pas tout, parce que les prix cigarettes fait ont beaucoup. Le prix des cigarettes a augmenté ces dernières années. Le prix des cigarettes a augmenté de manière importante et de façon dissuasive en 2003-2004 avec un remarquable succès. Le premier plan cancer a été une immense victoire, suivi malheureusement de la signature d'un armistice du Premier ministre qui pendant 4 ans n'a pas augmenté ni les prix industriels ni les taxes. Et en 2007 et en 2009, on a eu une augmentation des prix industriels à la demande des cigarettiers, augmentation insuffisante pour avoir un impact sur les ventes. Très bien ce que vous montrez du doigt. Roselyne Bachelot, elle, a regardé les chiffres et dit que les chômeurs fument particulièrement. Donc elle estime que c'est un peu l'effet de la crise. Comment est-ce que vous savez? Il y a 10% de fumeurs en France. Pour augmenter la consommation totale de 2%, c'est ce qui est à peu près constaté, il faudrait que les chômeurs augmentent leur consommation de 20%, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, c'est vrai que les chômeurs fument plus pour 2 raisons. C'est que le stress du chômage, au même titre que le veuvage ou au même titre d'autres stress, peut augmenter le tabagisme. Des anciens fumeurs peuvent se remettre à fumer. Les fumeurs peuvent augmenter leur consommation. Mais d'un autre côté aussi, les fumeurs sont plus souvent licenciés. Les employeurs licencient plus facilement les fumeurs qui ont un moindre rendement et au tabac peuvent être associés d'autres dépendances. Mais ça n'est pas l'explication. Je crois que Mme Bachelot, qui a voté la loi Evin et donc connaît bien les problèmes du tabagisme, a dit clairement qu'elle était partisan d'une augmentation des taxes sur le tabac, mais elle n'arrive pas à avoir gain de cause auprès du gouvernement. On préfère accéder et, j'allais dire, se coucher devant l'industrie du tabac et finalement suivre exactement l'industrie du tabac. C'est l'industrie qui demande une augmentation de ses prix et elle l'obtient 1 fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois, nous disons qu'on va à l'échec. Depuis 2005, il n'y a pas de baisse de la consommation de tabac en France. Nous sommes en situation d'échec. C'est un échec qui était programmé, voulu politiquement au plus haut niveau de l'État. Carrément. Oui. Pour des raisons économiques. Autant la première fois, on peut se dire, bon, c'est une erreur. La deuxième fois, ça devient une connivence. La troisième fois, encore une fois, j'ai plus de mots, c'est une collaboration. Ah oui. Mais je veux dire, l'État n'est pas responsable, et l'exécutif non plus, de la forte progression de la consommation chez les femmes, par exemple. Alors, il faut savoir que quand vous analysez sur un échantillon des petits sous-groupes, vous pouvez avoir des variations aléatoires, multiples et diverses. Et quand on est un bon statisticien, un bon épidémiologiste, on se garde de faire ce type de comparaison. Globalement, la consommation a augmenté de 1,8%. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ce qu'on avait à peu près prévu. On s'y attendait. C'était déjà le cas en 2009. Il y avait une légère augmentation. On l'avait annoncé, on l'avait prévu. Ça s'est produit. Là, c'est à nouveau la même chose. Une politique insuffisante n'a pas d'effet. Elle est voulue au plus haut niveau de l'État. Le ministère du Budget le désire complètement. Il faut une augmentation répétée et dissuasive. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale a bien étudié le sujet. Quand on augmente les prix de 10%, quand le prix payé par les fumeurs augmente de 10%, le marché baisse de 4%. Donc, le ministère de la Santé devrait être content, la consommation baisse. Pour chaque million de cigarettes dont on évite la consommation, on évite un décès. Le ministère du Budget gagne plus d'argent. Si le prix augmente de 10%, la consommation baisse de 4%, il gagne 5,6% de plus. Il y en a un qui fait la tête, c'est le cigarettier, puisque son marché diminue. Donc là, on a préféré favoriser l'industrie du tabac. Les fumeurs vont en payer